On va passer à l'actualité de la semaine, des semaines qui ont précédé, de la semaine à venir. Enfin, c'est un feuilleton qui n'en finit plus. On va parler de la loi immigration. Quentin, l'examen commence au Sénat. Lundi, c'est le Sénat qui s'empare du texte en premier. Voilà, un roulement de tambour. C'est effectivement ce lundi 6 novembre que commence l'examen ici au Sénat du projet de loi. On peut dire aussi de tous les dangers pour l'exécutif. Un texte dont on parle depuis très longtemps, Oriane, puisqu'il a été évoqué dès l'été 2022, présenté à la presse en novembre 2022. Rappelez-vous, à l'époque, les visages de deux ministres s'affichent dans le journal Le Monde. Gérald Darmanin pour le volet efficacité de la lutte contre l'immigration illégale et Olivier Dussopt, ministre du Travail, ancien socialiste, pour le volet intégration par le travail, avec des titres de séjour pour les travailleurs dans certains secteurs en tension où l'on peine à recruter. Car ce texte se voulait initialement et se veut toujours équilibré avec ces deux jambes, ces deux idées, intégration par le travail, mais aussi lutte contre l'immigration illégale. Et ça avait été résumé dès novembre 2022 par cette formule dans la presse régionale. Être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'était des termes qu'avait utilisé Gérald Darmanin. Et alors très vite, ça c'est compliqué. Dès l'automne 2022, on voit des lignes rouges apparaître. Voilà, des lignes rouges apparaissent dès l'automne 2022. Et on peut dire aussi que la réforme des retraites a laissé des traces, car la majorité présidentielle comprend qu'il faut négocier, faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, négocier notamment avec les LR. Or, les LR ne veulent pas de l'article 3 du texte, celui sur les fameux titres de séjour dans les métiers en tension. Écoutez le chef du parti, Éric Ciotti, c'était il y a encore quelques jours sur France Inter. Si il y a toujours cette mesure de régularisation des clandestins, nous l'avons toujours dit, nous ferons en sorte que ce texte ne passe pas. Et s'il y a l'arme de la motion de censure pour faire en sorte qu'il ne passe pas, qu'il ne mette pas en mesure cette disposition dangereuse, nous la voterons bien sûr et nous la déposerons même. Et Quentin, l'affaire se complique encore pour le gouvernement car l'aile gauche de la majorité présidentielle refuse de voter ce texte. Il n'y a pas d'article 3. Voilà, l'aile gauche de la Macronie, effectivement. Alors c'est peut-être une trentaine de députés. Ils mettent également la pression. Il y a par exemple le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il s'appelle Sacha Houlié. Et lui, eh bien, il insiste sur le fait qu'il faut que cet article 3 soit bien présent dans le projet de loi pour qu'il puisse le voter. Et pendant un temps, les centristes ont semblé avoir trouvé un compromis qui satisfaisait tout le monde, au lieu de passer par la loi, passer par le réglementaire pour cet article 3. Écoutez le chef de file des centristes au Sénat, Hervé Marseille. Les Républicains sont d'accord avec nous pour dire on peut rectifier tout ça par voie circulaire. Si la circulaire Valls, on la rectifie. Bon, très bien. Le seul point, c'est que dans un article de la loi, l'article 3 ou un autre, on puisse dire qu'on va changer la circulaire. Parce qu'à l'Assemblée, il y a des gens qui vous disent « s'il n'y a pas ça, on ne vote pas ». Et eux, ils disent « si on le met, on ne vote pas ». Le problème, c'est de savoir si on veut ou si on ne veut pas que ce texte soit voté. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut assumer à ce moment-là qu'on arrête toutes ces palidonies sur un malheureux article qui ne mérite pas tout ça. Voilà, en tout cas, oui. L'idée a été balayée. Voilà, l'idée a été balayée par les LR, qu'ils ne veulent tout simplement pas du tout de cet article 3 et qui font même d'autres propositions, les LR, pour aller encore plus loin dans ce projet de loi immigration, ce qui rend donc encore plus compliqué l'idée d'un accord autour de ce texte entre le gouvernement et la droite. Regardez certaines de leurs propositions. La transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, avec donc que certains soins uniquement concernés, le durcissement des conditions du regroupement familial ou encore la réforme de la procédure d'octroi de la nationalité. L'équation est donc très compliquée pour Gérald Darmanin et le gouvernement. L'accord avec les LR semble très difficile à trouver. C'est à suivre à partir de lundi. D'ailleurs, nous serons en édition spéciale sur l'antenne de Public Sénat pour tout suivre. Et on suivra tout ça. Est-ce que ce projet de loi immigration, c'est chronique d'un compromis impossible ? C'est évidemment chronique d'un compromis qui est compliqué, en tout cas tout bêtement, parce que au-delà même du contenu du texte, dont on peut discuter, parce que le fait qu'on veuille passer par voie législative sur une disposition réglementaire, je dirais que pour le juriste, ça montre que, en fait, fondamentalement, ce projet n'était peut-être pas utile, en tout cas sur beaucoup d'aspects. On est sur quelque chose qui relève beaucoup plus du règlement ou qui interroge ensuite le rapport à la hiérarchie des normes. Fondamentalement, on change 3 virgules. Donc c'est un projet très politique. Et ce projet très politique, il permet au gouvernement de dire, eh bien, et notamment à Gérald Darmanin, sur l'immigration, nous faisons quelque chose. Sur l'immigration, nous reprenons le contrôle. Sur l'immigration, nous existons. Ça, évidemment, pour LR, qui aujourd'hui est pris en tenaille entre le Rassemblement national et la majorité, c'est quelque chose de difficile à accepter. Parce que si vous faites ce cadeau à la majorité, quel est l'intérêt de LR? Quelle est la spécificité de LR? Et ça, évidemment, ça implique d'avoir une position de durcissement et, in fine, une adoption plus compliquée. Ouais.
Oui, je suis parfaitement d'accord. Dans cette guerre des 3 blocs que l'on connaît jusqu'à 2027, un bloc de gauche NUPES plus ou moins malade, le bloc RN solide et le bloc central, où se trouve LR? Et c'est vrai que sur la question de l'immigration, les sympathisants LR penchent plutôt du côté du Rassemblement national, même si, globalement, il y a un durcissement du pays sur la question migratoire. On parlera de l'actualité internationale, du terrorisme. Les Français, de plus en plus, font le lien, et c'était avant, je te dirais, cantonné seulement aux marges de la droite extrême, entre insécurité et immigration. Les arguments sur le lien terrorisme-immigration sont aussi retenus par une part désormais majoritaire de l'opinion. Donc c'est vrai que ce projet de loi, qui a été, comme vous l'avez dit Quentin, une véritable arlésienne, ça fait plus d'1 an qu'on en parle, est attendu de ce point de vue-là. Les Français attendent un durcissement, mais sur l'article 3, quand on teste la possibilité de régulariser des sans-papiers dans les métiers en tension, on trouve une majorité de mémoire, 69% dans une enquête IFOP au mois de septembre, y compris chez les sympathisants LR. Mais c'est vrai que LR doit, une fois de plus, trouver un espace, vendre chèrement sa peau. Et c'est vrai que suivre, voter la loi, quel bénéfice à court terme dans l'opinion, dans un contexte, il faut le dire maintenant, préélectoral, les européennes ont lieu le 9 juin prochain, on ne voit pas le bénéfice à court terme. Il y a peut-être aussi la question de l'intérêt général qui va pousser, et c'est vrai qu'il y a des pression, y compris du peuple de droite, sur l'idée qu'il faut avancer sur cette question, même si, je le répète, elle n'est pas centrale dans les préoccupations des Français, mais elle est remontée. Est-ce qu'à contrario, Frédéric, si LR bloque l'adoption de cette loi, alors qu'on voit dans les enquêtes d'opinion que les Français la soutiennent et demandent plus de fermeté, ça ne va pas leur revenir en boomerang? Oui, d'autant plus que les sympathisants LR sont sur cette logique de fermeté, et sur les métiers, la régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension, on trouve une petite majorité de sympathisants LR. Le durcissement est réel, mais surtout, et je reprends le terme de Benjamin, c'est une question de reprise de contrôle. Les Français ont le sentiment, sur les questions d'insécurité, sur les questions d'immigration, que l'État ne contrôle plus les choses. Donc c'est cette attente-là qui est absolument prégnante, ce qui n'empêche pas que le durcissement peut s'arrêter sur l'accueil de réfugiés. C'est une question que l'on pose depuis une vingtaine d'années, notamment avec la Fondation Jean Jaurès. C'est le devoir de la France d'accueillir des Français fuyant la guerre ou la misère. On retrouve systématiquement une petite majorité de Français qui répondent oui à cette affirmation. Donc durcissement oui, mais c'est plus dans une logique de reprise de contrôle et que l'État soit maître chez lui. Sur cet article 3, il y a un bras de fer entre les LR et le gouvernement, mais Quentin l'a redit, entre les LR et les centristes au sein de la majorité sénatoriale, qui est divisée sur cet article 3. Est-ce que les LR risquent de se retrouver en minorité ici au Sénat ? Alors, en minorité, c'est possible, mais il n'est pas certain qu'au bout du compte, ça fasse forcément non plus les affaires du gouvernement, parce qu'in fine, il faut qu'il soit voté, votre projet. Or, s'il n'est pas voté par les LR d'un côté et par la gauche de l'autre, pour d'autres raisons, parce que ce ne sera pas l'article 3 qui posera problème, mais l'ensemble des autres articles, vous n'allez pas faire une majorité uniquement avec l'Union centriste, vous voyez. Donc, ce faisant, vous vous retrouvez dans une situation qui est une situation où le texte n'étant pas adopté au Sénat, ça devient compliqué à l'Assemblée, parce que quel est l'intérêt du gouvernement de le faire adopter au Sénat ? C'est d'avoir une commission mixte paritaire qui, in fine, soit plutôt favorable au texte, et puis d'engager d'une façon plus ou moins grande le groupe LR à l'Assemblée nationale sur un texte qui sortirait du Sénat. Donc si jamais le groupe LR au Sénat n'est pas d'accord, en soi, c'est un problème. Après, ce qui est très très prégnant dans ce texte, c'est qu'il est en train de diviser les deux majorités. Si jamais il divise la majorité sénatoriale, c'est un problème ici au Sénat. Mais derrière, si jamais il divise également la majorité relative à l'Assemblée nationale, avec une lutte entre d'un côté la droite de la majorité et LR potentiellement à aller chercher, et de l'autre la gauche avec Sacha Houlié, vous vous retrouvez avec deux majorités en tension. Et ça, évidemment, ça rend le quinquennat encore plus difficile, encore plus imprévisible, parce que quand vous avez une majorité au Sénat avec laquelle vous pouvez négocier, c'est un partenaire qui est un partenaire compliqué, mais au moins c'est un partenaire. Oui, et Benjamin, vous parliez de trouver une majorité d'abord avec les LR du Sénat pour ensuite avoir comme ça des garanties un peu plus fortes auprès des LR de l'Assemblée nationale, sauf que c'est l'équation qu'on avait vue pendant la réforme des retraites. Oui. Et ça n'a pas du tout fonctionné, puisque c'est le texte voté par la droite sénatoriale qui est arrivé à l'Assemblée nationale et où il a manqué 19 députés de mémoire LR pour voter le texte. Et il a fallu avoir recours au 49-3. Donc on se dit que c'était... La différence quand même, c'est que sur la question, je trouve votre comparaison très pertinente, sur la question de la réforme des retraites, il y avait des LR de l'Assemblée qui étaient différents des LR du Sénat. Je pense que sur la question migratoire, il y aura beaucoup moins de différences de point de vue, de différences idéologiques. LR est quand même, on voit dans les enquêtes d'opinion sur leurs représentés, sur les sympathisants LR, sur ces questions, je dirais, en fusion
avec les sympathisants RN et les sympathisants de Reconquête d'Éric Zemmour. Et c'est vrai que ça n'a pas marché sur la loi retraite. En revanche, si vous prenez l'ensemble des textes depuis le début de la législature, c'est une technique qu'utilise de manière assez majeure le gouvernement et qui, pour l'instant, fonctionne pas si mal en réalité. Donc, ce faisant, on peut comprendre également que pour le gouvernement, c'est quand même un engagement. Après, quand vous prenez les statistiques sur le groupe LR à l'Assemblée, c'est, à part les groupes type Lyot, le groupe qui vote le plus en ordre dispersé. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas tant d'engager une chambre sur l'autre, mais c'est en fait une question de cohérence du groupe LR. Le groupe LR à l'Assemblée, c'est un groupe de survivants après les dernières législatives. Arriver à tenir ce groupe et à le faire voter dans un seul sens, c'est vraiment une gageure. Vous parlez de la cohérence du groupe LR. Est-ce qu'il y a une cohérence totale du côté du gouvernement? Parce qu'on a entendu Gérald Darmanin sur cet article 3, il y a quelques jours dans le journal du dimanche, dire que finalement c'était pas central et qu'il fallait pas passer du temps sur des choses qui sont pas centrales. Cette semaine, il a dit que finalement il y tenait, mais d'un côté il est prêt à un compromis avec les LR, c'est-à-dire évidemment qu'il se fera sur cet article 3. Est-ce que c'est vraiment très clair du côté du gouvernement? C'est vrai que ce que vous rappelez montre une certaine godille. Maintenant, je pense que la majorité a une base et les électeurs du bloc central, les sympathisants Renaissance, Modem, Horizon, sans être aussi chauffés à blanc sur ces questions, veulent que ça bouge, veulent ce projet de loi. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le contexte du précédent projet de loi immigration sous Gérard Collomb, où justement ce qui avait été très intéressant et très pertinent pour la majorité LREM de l'époque, c'est qu'elle apparaissait comme un point d'équilibre avec ce projet de loi entre une gauche qu'il trouvait trop dure et une droite trop laxiste. Là, cette grille de lecture, sans doute, marchera moins, parce qu'aussi, il y a un contexte de durcissement de l'opinion publique, parce qu'il y a ce lien qu'a d'ailleurs fait le premier officiellement Gérald Darmanin entre insécurité et immigration, et sans doute on va en parler, l'actualité met ces sujets au cœur de l'agenda des Français. Oui, alors le vrai danger entre guillemets, c'est pourquoi on a une forme de, je dirais, de palinodie, comme dirait Hervé Marseille, du gouvernement sur ce sujet, c'est tout simplement pour des raisons politiques. Encore une fois, cet article 3, on pourrait le faire passer par voie réglementaire. Donc il est essentiellement politique. Mais derrière, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la gauche de votre majorité. Vous êtes obligé d'utiliser un 49 alinéa 3. Or, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Utiliser un 49 alinéa 3 contre le président de votre commission des lois, ça s'est jamais vu. Utiliser le 49 alinéa 3 contre une partie substantielle de votre majorité, quand en plus elle est relative, ça vous rappelle rien ? C'est les lois Macron et El Khomri. Vous avez vu comment ensuite a tourné la majorité, qui pourtant était absolue et beaucoup plus disciplinée a priori que celle-ci à l'époque de François Hollande. Donc avec les frondeurs, extrêmement dangereux. Exactement. Ça veut dire que vous rompez votre majorité, vous frustrez votre majorité et vous lui dites on n'en a rien à faire de ce que tu es en train de dire. En réalité, on fera passer le texte quoi qu'il arrive pour faire plaisir au camp d'en face, c'est-à-dire à l'opposition LR. Ça risque de laisser des traces. Or aujourd'hui, le gouvernement, de créer des frondeurs. Exactement, n'a pas la capacité de gérer ça. Oui, un mot aussi sur le fait qu'on avait entendu une rumeur aussi la semaine dernière entre des négociations directement à Matignon entre Elisabeth Borne et le chef de file des LR, Bruno Retailleau. Et on avait cru comprendre après leurs échanges que Elisabeth Borne avait fait savoir au LR du Sénat qu'elle était même prête à abandonner l'article 3. Il avait fallu ensuite que le gouvernement revienne sur ces déclarations qui étaient un peu faites en off avec Bruno Retailleau. Voilà. Et donc on voit qu'effectivement dans les négociations avec les LR du Sénat, on se perd un peu sur jusqu'où est prêt à aller le gouvernement dans le compromis qu'il veut trouver avec la droite. Et je pense que c'est en rupture avec ce qu'attendent les Français. Ils ne sont pas sur une logique de jeu en chambre, de petites négociations, de petites manœuvres. Ils sont sur une logique d'efficacité. Et alors, maintenant, tout ce que vous racontez, je pense que les Français ne le voient pas, ne s'y intéressent absolument pas. Donc, mais les Français, ils attendent une loi, Frédéric. Je pense que oui. Et je pense parce que maintenant, l'immigration n'est plus un enjeu, je dirais... isolé, mais les Français, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, l'inscrivent dans toute une série d'enjeux qui remettent en cause l'autorité de l'État, la maîtrise des frontières, la sécurité, la délinquance, l'identité. Et on est dans ce contexte très particulier. L'IFOP a publié avec Fiducia, Le Figaro et Sud Radio cette semaine une enquête d'attention de vote pour l'élection présidentielle. Gérald Darmanin, qui est au cœur de ces sujets, gagne 5 points de potentiel électoral par rapport à une enquête faite fin avril d'une part. Et quand on fait l'addition des intentions de vote, l'addition un peu hardie, Laurent Wauquiez, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on est presque à 47-48% d'intention de vote. Qui a le plus à perdre, Benjamin, politiquement, si la loi n'aboutit pas ?
Je dirais que c'est probablement la majorité. Elisabeth Borne serait évidemment déstabilisée, mais Gérald Darmanin serait également dans une situation qui risque d'être compliquée. Je voulais revenir rapidement sur ce que disait Frédéric sur la reprise de contrôle. Je crois que c'est essentiel parce qu'en réalité, les Français attendent une loi sur la reprise de contrôle, mais la frustration risque d'être grande. Je rappelle souvent ces chiffres, mais on a une loi sur l'immigration toutes les 3 ans. On en a eu 29 depuis 1980. Le problème aujourd'hui, il n'est pas législatif. Une loi, ça ne rend pas plus exécutoire les OQTF. Une loi, ça ne remet pas en cause la hiérarchie des normes avec le droit européen. Et donc c'est vrai que là, il y a une attente qui est créée parce qu'elle est teasée, une attente qui est créée parce que politiquement, elle est mise en scène. Derrière, il risque d'y avoir beaucoup de frustration. Et ça, au bout du compte, ça rejoint un phénomène qui est un phénomène électoral où ce sujet devient un sujet de mobilisation électorale pour une partie de la droite. Et si la loi n'aboutit pas, la grille de lecture qui s'installe de plus en plus, et c'est une surprise comparé au quinquennat précédent, de l'inaction, un gouvernement, un président qui ne transforme plus, qui ne réforme plus, excepté cette réforme des retraites, ça peut être assez dévastateur parce que cette grille de lecture qui avait été par exemple très fortement associée au quinquennat de François Hollande est toujours dévastatrice parce que ça crée l'envie d'une rupture et de voir en 2027 un candidat, une candidate émerger en dehors de ce bloc majoritaire. Et on suivra bien évidemment, Quentin, vous l'avez dit, un lundi à partir de 16h, l'examen de ce projet de loi immigration. En direct. Ce sera à suivre sur notre antenne. On va passer à l'autre thème de ce club et l'actualité de cette semaine qui a été marquée par la montée de ces actes antisémites. Frédéric, vous avez réalisé un sondage sur le sentiment des Français vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien. Vous avez posé la question, craignez-vous que le conflit israélo-palestinien ait des répercussions en France? 82% des Français ont dit oui. Oui, ce chiffre est extrêmement fort. Il s'inscrit dans un contexte général qui est que l'époque où l'international était un horizon lointain, n'intéressait personne sauf des segments de population un petit peu spécifiques, les personnes âgées, les personnes diplômées, les cadres, c'est absolument fini. On l'a vu sur toute une série de sujets, des sujets climatiques, des sujets environnementaux, au moment du Covid, etc. Maintenant, et sur ce sujet inflammable qui est celui du Proche-Orient et du conflit israélo-palestinien, le chiffre est extrêmement fort. C'est l'idée que ce conflit lointain, dans une petite zone géographique, s'invite chez nous, et les Français le voient avec la résurgence des actes antisémites, et c'est partagé dans toutes les familles politiques. Et je pense qu'il y a ce contexte général de l'international qui peut nous concerner directement. Et puis aussi, ce qui s'est passé le 7 octobre et l'émotion qu'il y a eu dans le pays sur les crimes du Hamas, c'est aussi l'idée que ça a réactivé un traumatisme en France, celui du 13 novembre, celui des attentats de 2015, de 2016, puisque, par exemple, les meurtres, les assassinats lors de la rave party dans le désert, c'est une sorte de Bataclan à ciel ouvert. Et dans nos enquêtes, ça a très fortement, réactivé cette crainte. Et le chiffre est fort, 72% des Français dans cette enquête IFOP pour le CRIF que le Figaro avait publié la semaine dernière, considéraient que des attentats ou des crimes terroristes comme ceux du Hamas pourraient se reproduire en France. C'est quand même très fort et c'est partagé là dans toutes les familles politiques. Le clivage LFI versus les autres familles politiques, là, n'existe pas. Oui, Benjamin, ce sont effectivement deux chiffres qui sont très élevés. Ce sont deux chiffres qui sont très élevés et qui rappellent que quand même si ce conflit en effet est une affaire étrangère, et elle est toujours été considérée également un peu comme une affaire interne. C'est-à-dire qu'il y a toujours une identification de la population à ce conflit depuis en réalité des décennies, sauf peut-être depuis 10 ou 15 ans, où on a un conflit qui, étant bloqué du point de vue du processus de paix, est quelque peu passé sous les radars. Et ce qui est intéressant, c'est que la politisation ces dernières années, aujourd'hui, est une politisation peut-être beaucoup moins informée. Et donc, ce faisant, on a des clivages qui sont des clivages beaucoup plus exacerbés. Vous savez, la fois où Michel Rocard, Bérégovoy et où Cresson utilisent la responsabilité du gouvernement devant le Parlement lors du gouvernement minoritaire de 88 à 93, c'est sur des sujets de politique internationale. En revanche, on a vu ici, à l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement a fait une déclaration, qu'aujourd'hui, les sujets de politique internationale ne sont plus des sujets de consensus. Et ça marque réellement une époque. Et cette époque-là, bien évidemment, elle devient extrêmement inflammable. Et Frédéric, dans ce sondage, vous avez posé également la question aux Français pour savoir s'ils étaient satisfaits ou mécontents de l'attitude de nos leaders politiques. On va peut-être commencer par Emmanuel Macron, c'est très partagé. Oui, mais il y a quand même un effet drapeau. Petit, puisque quand on avait été marqué au mois d'octobre par une chute de la confiance sur l'action d'Emmanuel Macron
sur les questions internationales qu'on n'avait jamais eu, alors que traditionnellement les Français sont très bienveillants et très plutôt positifs sur l'action internationale des chefs de l'État. Là, on a plutôt un score particulièrement élevé. Il arrive en tête de la hiérarchie. 49-51. Voilà, tout à fait. Suivi, je crois, d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin. On a parce que Gérald Darmanin, on lui fait confiance pour lutter contre l'antisémitisme. Non, ce qui est très notable, au-delà d'Emmanuel Macron, c'est la hiérarchie entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui apparaît à un niveau particulièrement élevé, bien au-delà de son audience électorale. Et très clairement, le perdant sur cette séquence, c'est Jean-Luc Mélenchon. 82% des Français sont mécontents de son attitude et ses prises de position. Mais ce qui frappe, c'est qu'on en retrouve une petite majorité, de mémoire 54%, d'électeurs du 10 avril 2022, du premier tour de Jean-Luc Mélenchon, à se montrer mécontents, là aussi, comme sur d'autres sujets, comme sur la Baïa, comme sur son refus de condamner les émeutes urbaines de la fin juin. Il est en décalage avec une partie importante de son électorat. Il est le grand perdant de cette séquence, Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a une stratégie de mobilisation électorale de sa part. Alors, est-ce que cette stratégie peut être payante? Est-ce qu'il peut solidifier un électorat en pensant que, in fine, le reste, l'électorat qui pourrait voter pour lui, de toute façon, reviendra au bercail? C'est une stratégie qui est risquée. Après, Jean-Luc Mélenchon, pensant sur le temps long, à chaque fois, on le donne entre guillemets perdant. Il parvient malgré tout à remobiliser ça. Est-ce que là, c'est quelque chose, c'est le coup de trop, entre guillemets, ou est-ce que c'est une stratégie qui, à court terme, à moyen terme, est plus ou moins bien pensée? En tout cas, dans une perspective de second tour, si on en est là, évidemment, c'est un boulet au pied, parce que ça crée un clivage très très profond, alors que la stratégie de Marine Le Pen, qui est une stratégie de normalisation, qui est une stratégie de banalisation et de présidentialisation, est plutôt la grande gagnante en la matière de la séquence. Donc on voit que les stratégies sont différentes. À long terme, en effet, je crois que celle de Marine Le Pen apparaît aujourd'hui plus pertinente pour elle. Un dernier mot, Frédéric. Oui, et elle est en rupture totale, une fois de plus, et en distinction avec son père, qui avait été soupçonné d'antisémitisme, après le détail, après du rafour crématoire, après avoir parlé, je crois, d'internationale juive. Là, c'est le signe ultime de cette banalisation, de cette normalisation, lorsqu'elle dit que le Rassemblement national est le parti le plus à même de défendre les Français de confession ou de culture juive, et une partie importante des Français le croient quand on voit ce sondage, quand on voit un autre sondage pour Sud Radio, où c'était le Rassemblement national qui avait été perçu comme le plus juste sur la question des crimes du Hamas et de ce conflit au Proche-Orient. Merci Benjamin, merci Frédéric. Vous restez avec nous. Oui. C'est vendredi, on découvre notre patrimoine, comme tous les vendredis. Et Flora Sauvage nous emmène à la découverte du château de Sedan, immense citadelle qui a été élu monument préféré des Français. On regarde. Le surnomme le géant des Ardennes. Avec ses 35 000 mètres carrés répartis sur 7 étages et ses murs de 7 mètres d'épaisseur, le château de Sedan surprend de prime abord par sa taille. Il y a 1000 ans, Sedan n'existe pas. Ou en tout cas, c'est un simple village et sous nos pieds, il n'y a qu'un éperon rocheux. Sur cet éperon rocheux viennent s'installer des moines bénédictins qui dépendent de l'abbaye de Mouzon. Mais au début du XVe siècle, Évrard III de la Marck va s'emparer du prieuré pour entreprendre la construction du château. En 1424, un seigneur allemand voit le potentiel stratégique et économique de ce site et donc il décide tout de suite de fortifier ce prieuré en réutilisant certaines parties de l'ancien bâtiment monastique et ses enfants, ses petits-enfants vont n'avoir de cesse que d'agrandir cette propriété. Et ce qui est un peu particulier ici, c'est qu'au lieu de détruire au fur et à mesure que la technologie faisait que les murs n'étaient plus assez épais ou que les meurtrières n'étaient plus les bonnes dimensions, eh bien ils ont construit par-dessus et donc c'est ce qui va permettre d'étendre le château au début d'un château assez rustique, assez banal de 1000 mètres carrés à aujourd'hui 35 000 mètres carrés. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le plus grand château fort d'Europe. Le château est un château fort, il a servi pour la guerre, il a accueilli des princes à un moment donné. Donc des parties ont été aménagées de manière très confortable, d'où la présence de fenêtres. Mais initialement, rappelez-vous, c'est un château fort, c'est une forteresse militaire. Pas besoin de jolies fenêtres, ce sont des points faibles. Allons-y. Arrive la fin du XVIe siècle et il y a un changement de dynastie avec la famille des Latour d'Auvergne. Donc c'est la deuxième famille princière de Sedan. Le rejeton le plus connu de cette famille, c'est bien sûr Turenne, le grand Turenne, maréchal de France, qui est né au château de Sedan et qui est mort en bataille un peu plus tard. Mais c'est vraiment, ça fait partie de la grande histoire de France. À travers la visite, les passionnés d'histoire vont à la rencontre des illustres princes et princesses de ce château, classé monument historique. Gagner son indépendance et construire sa gloire pour toujours. Stratégiquement située entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, la ville demeura une principauté pendant un siècle.
Animation, démonstration de tir au trébuchet, le château fort de Sedan multiplie les événements. Il a atteint son record de fréquentation avec plus de 100 000 visiteurs en 2022. Vous avez le choix entre dégommer le dragon qui est à droite, mais attention, car à gauche, il y a la princesse dans le donjon. Donc si vous visez mal, vous pouvez attaquer la princesse. Alors moi, j'ai quand même tendance à dire, des princesses, on en a plein. Des dragons, on n'en voit pas souvent. Hop, j'ai juste évité de coincer la fronde. Ce sera comme ça. Allez-y. Oh! Oh! Trop loin, malheureusement. Les gens se rendent compte qu'il n'y a pas que les grands châteaux de la Loire, justement, qui sont à visiter, mais qu'il y a d'autres monuments un peu moins connus qui méritent d'être visités. À l'issue de leur visite, les touristes semblent conquis. Ce château est gigantesque, c'est un magnifique château et je pense qu'il faut le visiter accompagné d'un guide parce qu'on a beaucoup d'explications indispensables qu'on ne découvrirait pas par nous-mêmes. Même pour les enfants et tout ça, pour leur dire que oui, il a eu quand même cette existence, cette époque de guerre et tout ça. C'est vrai que moi, je pense que dès que mes petits-enfants vont venir dans le secteur, je pense que je vais les faire venir. Le château de Sedan célébrera ses 600 ans en 2024. Une occasion supplémentaire pour venir découvrir cette forteresse injustement méconnue. Voilà, et ça donne envie d'y aller. On a fait un bon quelques siècles en arrière. Très beau reportage. Exactement. Sauvage. On regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Et Quentin, évidemment, on commence avec la tempête Ciarán à la une de beaucoup de nos journaux régionaux ce matin. Voilà, on le voit de nombreux titres partout en France, comme si cette tempête avait touché les quatre coins de la France. Le Berry républicain raconte ainsi que 2000 foyers ont été touchés dans le Cher, mais c'est bien sûr le nord-ouest de la France qui a été le plus touché. Paris-Normandie raconte les chutes d'arbres et autres frayeurs qui ont touché Rouen. Presse Océan à Nantes raconte qu'une digue du port du Lérat à Piriac-sur-Mer a cédé. Oriane. Et une édition spéciale du Télégramme, le journal breton. Voilà, la Bretagne paralysée en lettres capitales, peut-on lire effectivement dans le journal de Brest, qui raconte cette nuit dantesque et la mobilisation exceptionnelle pour faire face à cette bombe météorologique, je cite, avec des rafales impressionnantes jusqu'à 207 km/h à la pointe du Raz. Récit à lire dans les pages intérieures. Cela restera un événement gravé dans nos mémoires, raconte la commandant Virginie Jouan du SDIS 29. Enfin, dans le journal, on lit le sens du prénom Kyrian, Oriane, le petit nom de cette tempête. Kyrian, c'est un nom d'origine gaélique qui renvoie à l'idée d'obscurité, voire même d'enfer, bien choisi visiblement quand on lit le récit de la nuit dernière. Autre récit, c'est dans Nice Matin, celui de la communauté juive de la Côte d'Azur sur le qui-vive. Voilà, il y a bien une recrudescence aussi dans cette région des actes antisémites, avec 34 plaintes qui ont été déposées depuis le 7 octobre. Dans les pages intérieures, la communauté juive oscille entre inquiétude et incompréhension, et ce père qui conseille à son fils de 11 ans dans la rue, enlève ta kippa. C'est vendredi, on termine avec un sujet plus léger, Quentin. Voilà, on termine toujours avec un petit sourire, mais effectivement, on va parler un peu de gastronomie, de cuisine pour terminer avec ce fait maison qui est plébiscité par les cuisiniers, notamment dans l'Est de la France, vous voyez, l'Est républicain. Il était grand temps, explique le chef étoilé Frédéric Sandrini, d'ici 2025. Tous les restaurateurs devront signaler sur leur carte les plats qui ne sont pas faits maison. Alors c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de se remettre à cuisiner, pourquoi pas ce week-end ? Exactement, surtout qu'il ne va pas faire beau. Voilà, on va aller faire... Il y a d'autres dépressions qui arrivent. Merci beaucoup. Merci Quentin pour cette revue de presse. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Merci Benjamin. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi matin et puis lundi, on le rappelle, Quentin, vous pourrez suivre à partir de 16h en direct sur notre antenne. Édition spéciale, début du projet de loi immigration. Ce sera à suivre avec vous Quentin. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end en cuisinant peut-être pour suivre les conseils de Quentin. Bon week-end.